Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravie de vous retrouver. Voici les titres du jour. On va commencer par notre influenceuse. Comment apprendre en s'amusant? Émilie Enrault, une professeure des écoles, nous explique ses secrets sur sa chaîne YouTube et on en parle dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Isabelle Rouen est avec nous aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui on va parler d'interprète des data. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour. D'abord perçue comme un outil de fraude généralisée, l'intelligence artificielle générative a rapidement poussé les enseignants à revoir leur façon d'évaluer leurs élèves et à se former aussi à l'utilisation de cette nouvelle technologie. On en parle avec notre invitée. Elle s'appelle Alexandra Maurice. Bonjour Alexandra. Bonjour. Soyez la bienvenue, ravie de vous recevoir dans l'émission. Vous êtes chargée de l'innovation pédagogique et du numérique à l'ISFEC François d'Assise. On en parle dans un instant, juste après le focus. On ne se lasse jamais d'apprendre en s'amusant et ça, Émilie Enrault l'a bien compris. Cette professeure des écoles est très suivie sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube où elle a créé sa chaîne Qui fait l'école, qui compte déjà plus de 82 000 abonnés. Xavier Terrade a fait pour nous un tour d'horizon de ce qu'on peut y trouver. Il y a un nouveau jeu qui marche super bien. Pour rentrer dans ma classe, il faut taper un code secret. Ce matin, il fallait taper papa. C'est bon, tu peux rentrer. Depuis la création de sa chaîne YouTube Qui fait l'école en 2015, Émilie Enrault apprend aux enfants en les amusant. Elle leur fait notamment faire de la physique sans en avoir l'air, avec des billes. Avec 3 fois rien et de la récupération, on peut s'amuser pendant des heures. Les enfants s'emparent de tout ce qu'il y a dans la classe pour créer des tunnels, des obstacles. En fait, c'est quasiment de l'initiation à de la physique. Un groupe vient de découvrir que plus le plan était incliné, plus la bille allait vite. Mais ça, si je leur avais dit, ils l'auraient certainement pas retenu. Mais de l'expérimenter, ça va rester gravé en eux pour la vie. Ces techniques pédagogiques atypiques cartonnent. Qui fait l'école séduit petits et grands et est suivi par plus de 65 000 abonnés sur YouTube et compte près de 200 000 followers sur Instagram et plus de 100 000 sur TikTok où elle réussit le pari fou de faire rire en apprenant à lire. L'étape ultime, et ça ils adorent, c'est quand on s'amuse à mélanger les syllabes. Tu vas essayer de me lire ceci maintenant. Mappa, exact. Ça peut devenir de plus en plus dur et ça les fait beaucoup rire. Mampa. C'est le niveau expert, hein, les autres regardez ça parce que si elle s'arrive à lire ça, elle est vraiment championne. Vas-y. Waouh. Quand l'enfant est prêt, je découpe d'autres mots. Fou rire assuré. Forte de quasiment 20 ans d'expérience en tant que professeure des écoles, Émilie Enrault est aussi de bons conseils pour les enseignants qu'elle aide notamment lors de situations compliquées. Alors il y a une chose qui peut être très tentante, c'est de casser un élève quand son comportement nous insupporte ou quand on est un petit peu à bout de patience. Parfois, ça sort tout seul. Une petite moquerie, un petit mot qui va faire rire le reste de la classe. Mais si on fait ça aux dépens d'un élève, d'autant plus s'il est perturbateur, on va obtenir tout l'inverse de ce qu'on voudrait. L'enfant ne va certainement pas se mettre à vous écouter et à se calmer, parce que s'il perd la face devant les camarades, vous aurez perdu sa confiance pour le reste de l'année. Son empathie, Émilie tient à l'enseigner à ses élèves. C'est important que les enfants se mettent à la place des autres. C'est important qu'on mette des mots sur les émotions, et avant toute chose, avant de pouvoir mettre des mots dessus, bien sûr, c'est qu'on soit en connexion avec ses émotions, c'est qu'on puisse les reconnaître. Des pistes pour une éducation bienveillante qu'Émilie Enrault devrait coucher sur papier et publier dans un livre très bientôt. Parce que la révolution de l'intelligence artificielle dans l'éducation est en marche, la formation des enseignants à cette technologie, à ses usages et à ses biais aussi est devenue évidemment une véritable nécessité. Mais alors, comment s'y prendre? Comment s'y retrouver dans une technologie dont les usages et les possibilités ne cessent d'évoluer jour après jour? Voilà l'une des questions qu'on va poser à notre invité. Tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Alexandra Maurice. Je rappelle que vous êtes chargée de l'innovation pédagogique et du numérique à l'ISFEC François d'Assise. Peut-être une première question pour commencer avec vous, Alexandra. Question assez généraliste mais importante. Comment est-ce que vous vivez l'arrivée de l'intelligence artificielle à l'école et est-ce qu'elle bouleverse déjà votre quotidien, Alexandra ?
Alors oui, évidemment, elle bouleverse, je dirais même plus, elle bouscule, parce qu'elle bouscule surtout les pratiques pédagogiques. Comme toute nouvelle technologie qui arrive, eh bien, ça fait repenser un petit peu les pratiques. Et puis, comme c'est nouveau, alors on peut plus vraiment dire que c'est nouveau maintenant, le ChatGPT est arrivé au grand public il y a maintenant 2 ans, mais quand même, il reste des personnes qui restent un petit peu à l'écart par peur. Alors soit ça fait peur, soit ça fascine. Et justement, c'est l'objet des formations qu'on donne à l'ICFEL François d'Assise. Alors justement, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'éducation et chez les jeunes aussi, est-ce qu'elle impose aux enseignants de repenser leurs activités, leurs évaluations, leurs cours et leurs formations? Eh bien oui, inévitablement, parce que les jeunes ont bien compris et pris l'outil comme un moteur de recherche fantastique qui est disponible 24 heures sur 24 et qui est capable de produire tout un tas de choses, que ce soit du code informatique, une dissertation, un exposé. Donc les élèves ont été un petit peu les premiers à s'en emparer, peut-être pas de la meilleure façon d'ailleurs. Et les enseignants, pour ne pas rester en reste et pour justement être à la page et comprendre ce qu'il en était, on a bien dû répondre, faire face à ces interrogations et répondre par des formations, dans un premier temps de sensibilisation, de découverte, et maintenant de plus en plus justement sur comment utiliser l'intelligence artificielle générative avec les élèves. Donc, dans un premier temps, les enseignants vont bien l'utiliser pour eux, c'est-à-dire ça va être un gain de temps pour par exemple, revoir leur conception pédagogique ou alors pour créer des exercices, créer des grilles d'évaluation pour justement peut-être aller au-delà sur un sujet et voir ce qu'ils seraient capables de sortir avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a un premier pan, c'est pour les enseignants, c'est pour moi, pour ma pratique pédagogique, qu'est-ce que je peux améliorer, en quoi ça peut me faire gagner du temps. Et puis, d'un autre côté, il y a comment je peux l'utiliser avec les élèves qui l'utilisent peut-être pas forcément de façon très correcte ou qui auraient le même penchant qu'avec Wikipédia ou tout autre site, de faire un copier-coller et puis de rendre directement leurs devoirs à leurs enseignants. Alors, on comprend effectivement que cette intelligence artificielle, elle révolutionne à la fois la formation, les usages aussi des élèves, des enseignants. Est-ce que vous dites, par exemple, dans le cadre de vos formations, à ces enseignants qu'il faut, par exemple, poser plus de questions un petit peu plus personnelles, peut-être spécifiques, auxquelles seul un élève pourrait répondre, pour éviter, vous le savez, on en parle régulièrement, toute triche liée à l'intelligence artificielle dans les copies qui sont rendues aux enseignants ? Eh bien, évidemment, enfin, ce sujet touche vraiment les enseignants. Ça, c'est ce qui reste un petit peu comme étant un sujet au cœur des préoccupations, c'est la triche. Et ça replace la façon de créer les devoirs. Ça re-questionne la place de l'écrit à la maison. Et la façon d'utiliser, parce que comme on vient de le dire, l'outil est accessible au grand public, donc aux familles, donc aux élèves, comment je peux ou je dois ou ne dois pas l'utiliser pour réaliser mon devoir à la maison qui serait principalement écrit. Donc là, au-delà de re-questionner la pédagogie, ça questionne aussi les techniques d'évaluation et comment je peux évaluer aujourd'hui un élève avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Donc effectivement, les enseignants vont devoir se dire je vais aller peut-être sur un sujet où je vais aller creuser sur des éléments où je sais que seul l'humain peut répondre, ou alors si la machine me répond, il faut que l'humain continue à réfléchir dessus et à proposer quelque chose de plus complexe et approfondi. Alors, on parle avec vous depuis tout à l'heure, Alexandra, de cet outil pédagogique, véritable outil positif aussi, qui est fait par un certain nombre d'enseignants. Et puis, il y en a d'autres qui considèrent que c'est mal, pas forcément très bien, pas forcément une bonne idée non plus d'utiliser l'intelligence artificielle comme soutien à ses cours, à ses devoirs ou à sa pédagogie en tant qu'enseignant et en tant qu'élève. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'il faut interdire, comme l'ont fait certaines écoles et universités françaises et d'ailleurs aussi à l'étranger, l'intelligence artificielle dans un cadre scolaire, universitaire, ou est-ce qu'au contraire, c'est ce que vous faites de ce que je comprends, accompagner par la pédagogie cette nouvelle technologie ?
Je pense effectivement qu'il faut accompagner, sensibiliser. Interdire ne serait pas la bonne solution à mon sens, parce que, comme tous les outils que vous aurez interdits, tout ce qui est interdit est forcément très attractif, et surtout pour les jeunes. Donc, si vous l'interdisez, vous allez créer de l'attraction. Donc, moi, je pense avant tout qu'il faut accompagner au discernement, accompagner à l'esprit critique, parce que tout ce qui sort d'une intelligence artificielle générative de texte n'est pas forcément correct, n'est pas forcément fiable, il y a des biais, il y a des hallucinations. Donc effectivement, c'est le moment, justement, si l'usage est autorisé. Après, ça dépend aussi du règlement intérieur d'un établissement, mais je pense que c'est une discussion justement à avoir collectivement pour justement monter en compétence collectivement sur ce sujet et puis se dire quelles sont les opportunités pour l'apprentissage. Et justement, on remet aussi au cœur le processus d'apprendre à apprendre. Et je peux apprendre à apprendre, aidé par un nouvel outil qui est capable de me répondre. Alors, pas toujours correctement, mais justement, je peux challenger ces réponses et demander l'appui et l'aval de mon professeur. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il faut maintenant plutôt valoriser autre chose que juste le rendu des élèves, plutôt, par exemple, le contenu d'un devoir ou d'un examen, comme les étapes de recherche, en fait, qui amènent justement à la production de ce contenu, les hésitations, les essais, la création du prompt et puis ses modifications aussi ? Absolument, en fait, c'est l'occasion, ça nous donne l'occasion de voir comment fonctionne l'élève. Alors après, c'est un fonctionnement très individuel, mais comment il fonctionne. Donc, on peut, par exemple, lui demander quel était son prompt initial ou faire des copies de la discussion, parce que le mode conversationnel est très central dans ces intelligences artificielles génératives de texte, et justement voir quelle est la discussion qui a été engagée avec l'outil. Et puis, c'est le moment aussi de voir comment on peut envisager un devoir, peut-être comme un devoir sans fin, où on démarre par une conversation, par des recherches, alors pas que avec l'intelligence artificielle générative, avec des sources aussi plus académiques, et ça ouvre en fait un potentiel autre. Ensuite, de voir, je fais une première étape tout seul. Ensuite, je fais une étape aidée, reformulée par l'intelligence artificielle. Et ensuite, je soumets à mon enseignant. Qu'en pense l'enseignant ? Premier retour, premier aller-retour, et jusqu'à une réalisation de la tâche finale. Et en fait, on met un petit peu plus l'accent sur le processus d'apprentissage que sur le produit final. La révolution de l'intelligence artificielle dans la formation des enseignants et puis pour les élèves aussi. On va continuer à en parler avec vous, si vous le voulez bien, Alexandra Maurice. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée en duplex aujourd'hui avec nous, Alexandra Maurice. Alexandra, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique d'Isabelle Rouan qui a une idée derrière la tech. Alors Isabelle, vous nous parlez aujourd'hui d'un métier en grande transformation et tout à fait en lien avec ce dont on parlait à l'instant avec Alexandra, celui d'interprète des data. Tout à fait. En fait, c'est le futur du data scientist. C'est un métier qui est en train d'évoluer de manière très importante. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de data, de manière très hétérogène, et il est nécessaire de la structurer, de la dépolluer, de distinguer en fait le bruit tout simplement qu'on peut avoir dans la donnée du vrai signal qu'on peut interpréter. Et là-dessus, il y a des capacités d'analyse qui sont de plus en plus importantes et qui transforment ce métier-là. Alors concrètement, ça consiste en quoi, Isabelle ? Eh bien, ça consiste dans le fait que l'interprète des data, en fait, il va plonger ses mains dans les data, il va les structurer et il va faire en fait des programmes, d'abord sous forme de brouillon, donc en fait c'est du machine learning et des algorithmes qui, une fois qu'on a vu que c'était valable et que ça fonctionnait, vont partir en production avec des développeuses et des développeurs pour être déployés à grande échelle. Tout le sujet en fait, c'est d'avoir une donnée qui soit encore une fois structurée, qui peut être par exemple traitée en temps réel, avec une nécessité de faire preuve de beaucoup de créativité et d'analyse qui ait du sens. Et il faut faire quoi comme type de formation pour accéder à ce métier ? Eh bien en fait, ce métier est très accessible de manière peut-être plutôt contre-intuitive. Bon, bien sûr, il faut être bon en maths, il faut aimer les statistiques, mais c'est notamment un métier qui est très accessible en termes de reconversion. Vous savez que tout le monde peut changer de métier pourvu qu'on l'accompagne. Il y a eu des expérimentations qui ont été menées chez Auchan notamment. Ils ont reconverti des hôtes et des hôtesses de caisse en data analystes. La Poste l'a fait avec des factrices et des facteurs. Ikea l'a fait avec des responsables d'entrepôt. Donc en fait, des gens qui ont été formés notamment par une école de formation qui s'appelle Simplon et qui amène au métier du numérique en tension des profils qui peuvent être en reconversion ou bien éloignés de l'emploi. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on est en reconversion, quand on connaît bien l'univers sur lequel on interprète des datas, eh ben, ça permet d'être beaucoup plus pertinent dans la façon dont on tire des conclusions. Et ces conclusions, elles sont beaucoup plus actionnables. Et c'est ça la nécessité d'être pertinent quand on fait de l'analyse des datas. Bien sûr. Alors concrètement, comment ça se passe, Isabelle, tout ça ? Eh bien, concrètement, en fait, déjà, il y a un vrai sujet à avoir en tête. C'est que c'est un métier qui, malheureusement, est très peu féminisé. C'est à peine 25% de femmes qui sont interprètes des data. Donc déjà, mesdames, allez-y, formez-vous à ce métier-là parce qu'il est ultra en tension. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, il y a des sujets de rattachement hiérarchique. Si on veut être efficace dans ce métier-là, il faut être attaché à un membre du comité de direction. C'est-à-dire qu'on travaille pour les gens qui ensuite vont gouverner l'entreprise. Et donc, il y a un vrai enjeu à tirer des conclusions qui ne soient pas d'affreux truisme, mais qui soient bien quelque chose de super actionnable. Donc, ça vaut le coup de partir dans cette direction-là parce que c'est des postes qui sont bien placés dans l'entreprise et également accessibles à beaucoup de gens en reconversion. Merci beaucoup, en tout cas Isabelle, pour cette chronique, infiniment. Et puis on va continuer à parler justement data, intelligence artificielle aussi avec notre invité. Et avec vous, je voudrais vous faire réagir dans un instant. On lance la deuxième partie du talk. On continue justement d'en parler avec vous, Alexandra Maurice. Je rappelle que vous êtes chargée de l'innovation pédagogique et du numérique à l'ISFEC François d'Assise. D'abord, je voudrais faire réagir Isabelle sur toute cette première partie du talk qu'on a eu dans cette première partie d'émission. Alexandra nous parlait tout à l'heure des biais, des hallucinations de l'intelligence artificielle qui effectivement peut avoir un sacré impact partout dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine de l'éducation. Est-ce que c'est un sujet, vous qui connaissez l'intelligence artificielle par cœur, qui effectivement vous travaillez, sur lequel vous vous interrogez et sur lequel surtout vous sensibilisez les autres? Exactement. Moi, dans mes interventions auprès de COMEX ou auprès d'apprenants, j'insiste beaucoup sur les biais. Il faut quand même savoir qu'une intelligence artificielle va avoir 20 à 30% d'hallucinations. Donc, c'est absolument énorme. Donc, déjà, la première chose à faire dans un prompt, c'est de dire à l'intelligence artificielle « et si tu ne sais pas, tu n'inventes pas ». Ça, c'est quand même le meilleur moyen de débiaiser. C'est vrai ? Ah oui. Et si tu ne sais pas, tu n'inventes pas. Moi, j'ai fait l'expérience dans mon propre métier, qui est un métier de recrutement. Oui. Je demande souvent à l'intelligence artificielle de me reconstituer des organigrammes. Donc, ce qu'elle fait très bien, mais alors, quand on insiste un peu en disant « trouve-moi qui est le DSI, trouve-moi qui est le DG », quand elle ne trouve pas, elle vous invente des profils qui sont des gens qui n'existent pas. Donc, il faut quand même bien lui dire déjà, le premier moyen de lutter contre les biais, c'est de dire « tu sais pas ». Tu fais pas de créativité, tu sais pas, tu ne fais pas. Ça c'est la première des choses. Et c'est vrai que sur la partie apprenante, on parlait effectivement des capacités d'apprendre à apprendre en première partie. C'est ce que mentionnait Alexandra. Je pense qu'effectivement l'IA est un moyen fabuleux d'exercer cette compétence-là, qui aujourd'hui est une des compétences clés pour être employable tout au long de la vie. Donc il y a des opportunités qui sont incroyables pour nous tous et nous toutes. Ben oui, merci Isabelle. Opportunité que vous donnez, vous, aux autres enseignants. Alexandra, en effet, on dit
l'intelligence artificielle, on l'a dit et vous nous l'avez rappelé, Isabelle, implique une formation nouvelle des enseignants. La formation, vous y connaissez, Alexandra, puisque vous êtes formatrice numérique et créativité, notamment. Alors, comment ça se passe, une formation à l'intelligence artificielle avec vous, par exemple? Est-ce que vous mettez les enseignants devant un outil comme ChatGPT, comme Midjourney pour générer des images, du texte? Comment ça se passe? Alors déjà, il faut, à mon sens, démystifier quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous passez la porte d'une salle des profs, en fait, ça parle beaucoup d'IA, mais ça parle surtout d'IA générative, enfin d'intelligence artificielle générative. Ça parle beaucoup de ChatGPT, de Mistral, de DALL-E, de Midjourney, effectivement. Donc intelligence artificielle générative de texte ou d'image ou de son. Et là, pour le coup, il faut revenir un petit peu en arrière. Et puis, alors moi, je me place comme une vulgarisatrice technopédagogique, c'est-à-dire que je leur montre en fait comment fonctionne une intelligence artificielle. Ensuite, on glisse de l'intelligence artificielle à l'intelligence artificielle générative, donc celles qu'ils vont pouvoir utiliser. Même si on ne remet pas en cause les intelligences artificielles qui existent dans le monde et qui sont un petit peu partout en fait, et dont les gens n'ont pas forcément conscience. Par exemple, leur filtre anti-spam, tout le monde ne sait pas que le filtre anti-spam, c'est une intelligence artificielle. Ce genre de choses un petit peu évidentes, mais qui, pour le coup, dédramatise aussi la situation et d'évacuer aussi cette appréhension, ou en tout cas cette idée générale qu'on a sur l'intelligence artificielle, c'est de la science-fiction. Je m'arrêterai à l'intelligence artificielle, c'est une science. En disant que ça existe depuis quand même de nombreuses années. Effectivement, ça répond au fantasme des chercheurs et des scientifiques de reproduire l'intelligence humaine, mais ça n'en est qu'une simulation. Et les programmes qui ont été inventés ont été surtout inventés pour nous aider, nous, à réaliser certaines tâches qui étaient rébarbatives, longues, pénibles, etc. Donc voilà, c'est d'abord de leur brosser un petit peu ce paysage-là, d'où vient l'intelligence artificielle générative, donc aux prémices de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, de voir comment on peut l'utiliser, nous, en tant qu'enseignants, et ensuite, comment on pourrait l'utiliser avec les élèves, mais sans prescription. Et aussi en parlant des enjeux. C'est-à-dire, au niveau des enjeux, parler aussi aujourd'hui, en général, quand ils utilisent un service ou un site d'intelligence artificielle, on donne un email, on crée un compte, et bien souvent, ils utilisent, les enseignants, des applications gratuites. Il ne faut pas qu'ils soient non plus naïfs. Si c'est gratuit, c'est eux le produit. Donc, ils vont participer à l'amélioration de cette intelligence artificielle, parce qu'ils peuvent aussi, eux, aider à la supervision, vous savez, en likant ou en dislikant justement certains processus. Et puis, tous les prompts qu'ils pourraient générer vont participer à améliorer finalement l'algorithme aussi. Donc voilà, c'est en parler ouvertement, en démystifiant, mais aussi en parlant de tous les enjeux éthiques, économiques, parfois même écologiques, de ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Merci Alexandra pour ce paysage, en tout cas, que vous nous avez posé sur la formation des enseignants à l'intelligence artificielle. Je vous voyais réagir, Isabelle. Oui, moi ça m'amène 3 points de réaction. Le premier, effectivement, c'est sur l'histoire de l'intelligence artificielle, parce que ça a démarré dans les années 60. Et pour la petite histoire, c'était un programme qui s'appelait ELISA, qui a été développé aux États-Unis. Et il y a en fait un test qui s'appelle le test de Turing, où on dit une IA est efficiente à partir du moment où un humain la confond dans le dialogue, ou peut se dire, ne voit pas que c'est pas un autre humain et ne voit pas que c'est une machine. Et en l'occurrence, ELISA était un programme qui imitait la consultation chez le psy. Et pour la petite histoire, on ne voyait pas que c'était un robot conversationnel, pour la bonne raison que quand l'IA était paumée, elle faisait et c'est la première fois que ça a marché, donc je voulais partager l'anecdote. Oui. Au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement qu'il y a un vrai sujet de quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Et on devient tous, et c'est un nouveau métier, éducatrice ou éducateur d'algorithmes, éducatrice ou éducateur d'IA. Donc il y a un vrai défi éthique là-dessus. Et enfin, défi écologique que vous faisiez remarquer. ChatGPT, c'est la consommation de 2 centrales nucléaires à l'année.
Donc il y a quand même un petit sujet là-dessus qu'il faut que tout le monde ait en tête et qu'on ne chiffre pas tant que ça. Effectivement, on ne s'en rend pas du tout compte. On parle de la formation des enseignants. Il y a aussi, justement, j'allais le dire, la formation des élèves à tout ça. Comment vous vous y prenez? Est-ce qu'ils sont formés, du coup, eux-mêmes par leurs enseignants qui sont formés par vous, par exemple? Comment ça se passe dans une salle de classe concrètement? Est-ce que vous encouragez, justement, les élèves à utiliser des solutions d'intelligence artificielle et notamment générative? Eh bien justement, dans la formation des enseignants, il y a une part aussi de comment créer une sensibilisation et comment sensibiliser les élèves et comment petit à petit appréhender l'intelligence artificielle. Donc le chemin par lequel les enseignants finalement passent, c'est-à-dire sensibilisation, découverte, application et exercice pratique avec des outils, eh bien c'est aussi le moment de le faire quand ils retournent en classe, de le faire avec les élèves. Donc c'est-à-dire il y a une partie aussi débat, esprit critique sur ces outils qui peuvent paraître formidables pour un jeune ou un adolescent, mais finalement aussi qui peut participer à justement une prise de recul par rapport à ce qui est dit ou produit par l'intelligence artificielle qu'on personnalise beaucoup. Alors justement, Alexandra, pour développer cet esprit critique chez les jeunes, on l'aura compris, compétence clé du XXIe siècle, vous proposez notamment d'inverser les rôles, de faire le devoir à l'intelligence artificielle générative et que ce soit ensuite à l'élève de l'évaluer, de corriger sa version. Je trouve ça génial, c'est une idée qui invite les jeunes à se rendre compte que leur jugement humain, il est irremplaçable. C'est ça que vous cherchiez avec ce projet, cette idée? Exactement, c'est de donner de la valeur à l'humain. Alors aujourd'hui, je suis quand même assez convaincue qu'on va glisser très vite, et on a certainement déjà glissé dans certains domaines économiques, autres que l'éducation, on va glisser vers de la cobotique, c'est-à-dire qu'on va devoir faire avec la machine. Mais on fait déjà beaucoup avec la machine. Et donc, on va devoir faire avec l'IA. Et si on doit faire avec l'IA, autant qu'elle fasse, si on veut essayer de lui faire faire à notre place, qu'elle le fasse. Mais on va vite s'apercevoir que la qualité va être moyenne et pas tout à fait exacte, ou alors moi je l'aurais pas dit comme ça. Et bien justement c'est peut-être le moment de se dire moi si je l'aurais pas dit comme ça, et bien vas-y, écris ou fais comme toi tu l'aurais voulu. Est-ce qu'on a besoin aussi de se mettre d'accord? On parlait tout à l'heure de triche, on parle là maintenant de l'utilisation justement des élèves et des enseignants d'intelligence artificielle et notamment générative, des autres manières aussi de leur enseigner tous ces nouveaux usages. On a aussi besoin de se mettre d'accord aujourd'hui, Alexandra, sur ce qui constitue un cas de triche par rapport à l'intelligence artificielle, et est-ce que ce soit clair dans toutes les écoles à un niveau national pour insuffler justement cette technologie et son utilisation dans les écoles? Est-ce que c'est ce qui bloque ou gêne en tout cas l'utilisation d'une technologie comme ça à l'école, c'est ce flou presque artistique dans l'encadrement de l'IA dans l'éducation? Oui, il y a un flou artistique parce qu'on n'a pas de repère, parce qu'il n'y a pas de position ferme. Donc c'est à chacun finalement de s'arranger avec sa conscience, ou de s'arranger avec son établissement, ou de s'arranger avec ses élèves, ou de s'arranger aussi avec les parents, parce que les parents aussi pourraient être réfractaires. Donc il y a quelque chose peut-être à faire. Alors je suis pas au plus haut placé pour en parler, mais effectivement c'est quelque chose qui revient régulièrement sur mais finalement la technologie avance peut-être même plus vite que la réglementation. On a des recommandations, par exemple de l'UNESCO, de l'Europe, mais on n'a pas de règles fixes. En tout cas, on n'a pas de repères précis concernant les usages. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des établissements qui interdisent l'usage de l'intelligence artificielle générative, mais d'autres qui vont permettre. Si on permet, donnons-nous des repères. On n'a à aucun moment demandé, je ne sais pas, il y a 30 ans, si par exemple c'était votre grand frère ou votre grand-mère ou votre grand-père qui faisait votre devoir ou qui vous aidait à faire votre devoir, à aucun moment on leur a dit mais en fait tu t'es fait aider par qui? Enfin, c'était pas mentionné. Aujourd'hui, si c'est une question de transparence ou une question d'intégrité académique, eh bien allons-y. Si on autorise, eh bien, on peut notifier à quel moment on s'est fait aider par l'intelligence artificielle. Ça va noter justement qu'à ce moment-là, l'élève s'est senti tout seul face à ce concept ou face à cette partie de sa réflexion, et donc il s'est fait aider. Donc ça pourra être aussi un signal, un repère aussi pour l'enseignant pour pratiquer la remédiation et continuer justement en disant cette partie-là, oui, je me suis fait aider par l'intelligence artificielle, ou cette partie-là, c'est uniquement moi. Donc peut-être à coller, vous savez, comme on a
des licences Creative Commons sur des productions, peut-être accolées sur un devoir, et bien cette partie-là a été générée par l'intelligence artificielle et reformulée par moi, en tout cas d'être transparent et sincère avec, dans son processus d'apprentissage, parce que finalement, il n'y a que l'apprenant qui apprend, et bien de dire à ce moment-là, oui, j'ai eu besoin d'aide. La révolution de l'intelligence artificielle dans l'éducation et notamment dans la formation des enseignants. Merci en tout cas pour tous ces conseils précieux que vous nous avez donnés et puis pour cette explication aussi auprès des enseignants et des élèves. Merci infiniment Alexandra Maurice d'avoir été parmi nous aujourd'hui en duplex. Je rappelle que vous êtes chargée de l'innovation pédagogique et du numérique à l'ISFEC François d'Assise. Merci encore. Merci aussi à vous Isabelle Rouen d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous, vous le savez, comme tous les jours, on se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV et d'ici là, passez une très bonne journée.